Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Au sommaire de ce journal, nous reviendrons sur les mesures annoncées par Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, pour relever le niveau des élèves français. Des mesures qui sont loin de faire l'unanimité, comme a pu le constater, vous le verrez, via Occitanie. En déplacement à Fos-sur-Mer, le ministre de la Transition énergétique, lui, a rappelé les promesses de l'État pour une décarbonation optimale en 2050 et confirmé l'implantation du parc éolien flottant à notre partenaire de la Provence. Nous sommes à 10 jours de Noël et il est encore temps d'écrire au Père Noël. Au total, son secrétariat officiel installé à Libourne traitera plus d'1 million de lettres et courriels. TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, nous fera découvrir cet endroit interdit aux enfants. Enfin, nous irons avec Télé-Nantes visiter une exposition exceptionnelle qui aura nécessité 6 ans de travail et de négociations au cœur du quartier médiéval de Nantes. Le château des Ducs de Bretagne accueille une exposition inédite consacrée à Gengis Khan. Commençons ce grand JT des territoires avec le chantier de rénovation de Notre-Dame de Paris qui, vous vous en souvenez, avait subi un incendie majeur en avril 2019. Plus de 1000 artisans à travers la France participent à ce chantier titanesque. À un an de sa réouverture, le chantier de Notre-Dame vient de passer une étape très importante, la restitution de la flèche. Pour Ouest France, Philippe Mirkovic et Gabriel Chanéac ont rencontré l'un des charpentiers en charge de cette rénovation exceptionnelle. Regardez. Alors là, on se trouve dans la charpente du chœur de Notre-Dame de Paris. Donc c'est les charpentes médiévales qui ont été faites en bois vert à partir d'arbres sélectionnés en France, du chêne notamment. Et on peut retrouver des assemblages traditionnels. Donc c'est surtout des assemblages tenon mortaise, chevillés en bois. Les mesures annoncées par Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, pour relever le niveau des élèves français sont loin de faire l'unanimité. Si les parents d'élèves veulent garder le dernier mot sur le possible redoublement de leur enfant, les professeurs, eux, demandent plus de moyens dès le premier degré pour combler les lacunes avant l'entrée au collège. Le point avec Antoine Guillet pour Via Occitanie. Des mesures fortes annoncées par le gouvernement et au cœur des débats, le redoublement dont le dernier mot appartiendra désormais aux professeurs. Il ne s'agira pas de faire du redoublement systématique, bien évidemment. Au contraire, de pouvoir proposer des solutions, comme des cours d'approfondissement ou de soutien, comme je viens de le voir, comme aussi des stages de réussite pendant les congés scolaires, et si nécessaire, parce que ça serait une clé pour une meilleure réussite ensuite, proposer le redoublement. Une mesure phare décriée par les parents d'élèves, aujourd'hui détenteurs de ce dernier mot. Les recherches ont montré que finalement, le redoublement imposé aux élèves était contre-productif parce que pour qu'ils puissent fonctionner, il faut que les jeunes soient d'accord pour aller vers ce redoublement. Et sinon, ça leur fait perdre de l'estime en eux-mêmes et puis finalement, ça ne produit pas les effets attendus. Donc, nous sommes étonnés que le ministre il veuille insister sur ce point qui a été assez décrié par les chercheurs en éducation. Parmi les autres mesures phares annoncées, la refonte de certains programmes scolaires, l'obtention obligatoire du brevet pour accéder au lycée, ou encore la création de groupes de niveau au collège pour les cours de mathématiques et de français. Un panel de mesures pas suffisant pour les professeurs, ils réclament plus d'effectifs dès le premier degré. On se retrouve avec de grandes difficultés. Les enfants ne sont pas suivis, n'ont pas de soins, n'ont pas d'aide ni extérieure ni au sein de l'éducation nationale. On manque de psychologues scolaires, on manque de maîtres supplémentaires qui viennent prendre en charge les difficultés des enfants, les troubles du comportement. Et tout ça est un lien aussi avec les difficultés rencontrées et qui arrivent en 6e. Et la réponse que vous avez pu entendre déjà depuis cet été, c'est le pacte avec du soutien en 6e qui pour nous, de toute façon, arrive beaucoup trop tard. Les difficultés scolaires doivent être prises en charge dès la maternelle. Des enseignants désabusés, ils prévoient une journée d'action pour manifester leur mécontentement courant du mois de janvier. Entre 800 et 1 millier de personnes ont manifesté une nouvelle fois leur opposition à la construction de l'autoroute A69 prévue entre Toulouse et Castres. Le cortège a dévié du parcours annoncé pour envahir le site de la future usine d'Enrobé à Puylaurens dans le Tarn. Les différents collectifs citoyens et locaux créés contre les centrales à bitume dénoncent les risques pour la santé, pour l'environnement, présentés par les fumées de ces installations provisoires qui vont produire le revêtement de l'autoroute pendant plusieurs mois.
Partons maintenant dans la Loire où le groupe de distribution Casino est né il y a 125 ans. En difficulté financière, le groupe fondé par Geoffroy Guichard vit un avenir incertain à Saint-Étienne, siège historique du groupe et qui emploie environ 4000 personnes dans le département. Notre partenaire TL7 dans la Loire a suivi la manifestation. À se joindre au mouvement. L'affluence était forte ce mardi dès 9h du matin devant le siège de Casino dans le quartier de Château-Creux. Un millier d'employés s'est réuni pour s'élever contre un démantèlement redouté du groupe aux 125 ans d'existence. Je ne suis pas la seule, mais on a des crédits à côté, on a certaines situations de famille, on a des enfants, donc voilà, ça devient compliqué. Beaucoup de salariés se posent des questions sur leur avenir, ce que le groupe compte faire des salariés, de qui va reprendre les magasins, si on va être racheté, si on va être vendu. Un cortège dans lequel des Stéphanois, pas nécessairement salariés du groupe, se montraient simplement solidaires. Parce qu'à mon âge, on a vu Manufrance s'arrêter, on a vu la sidérurgie se démanteler. Aujourd'hui, on voit une nouvelle épine dorsale qui est menacée. Et c'est derrière le portrait de Geoffroy Guichard que des élus se trouvaient en première ligne du cortège. Aujourd'hui, le premier enjeu, c'est celui des emplois sur ces ventes des hyper et des super. L'enjeu suivant sera celui de la proximité à travers la logistique, de la marque de référence et de l'ensemble du réseau de distribution qui devra rester fort derrière. Et ensuite, l'offre de reprise de l'ensemble du groupe, Monoprix, Franprix et autres, et c'est extrêmement fort. Et à la fin de la manifestation, des leaders syndicaux ont été reçus par le maire de Saint-Étienne, forcément inquiet pour l'un des plus gros employeurs de la ville avec 2000 personnes rien qu'au siège de Casino. On se demande ce qui va rester à la fin, tout simplement. Il y a une relation affective très forte entre... On a tous des membres de notre famille qui travaillent au Casino. Donc au-delà de ça, je dirais que c'est un grand groupe national et ça regarde effectivement jusqu'au président de la République l'avenir du groupe Casino. Au moment où la COP28 se termine, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, s'est rendue à Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône, afin de confirmer l'implantation de 3 éoliennes flottantes d'une puissance de 8,4 MW chacune. Une annonce que les pêcheurs locaux ont du mal à accepter. Rudy Dahan était sur place pour la Provence. Regardez. C'est le deuxième parc éolien marin de France qui est venu visiter aujourd'hui Agnès Pannier-Runacher à Port-de-Bouc. Un projet test qui pourra notamment permettre une expérimentation sur l'impact de telles structures sur le milieu marin. Nous sommes devant ce projet d'éolienne flottante qui constitue une expérimentation mais qui est emblématique de ce que nous sommes en train de construire. C'est-à-dire c'est un projet qui a été conçu notamment avec de l'ingénierie française et qui va nous donner énormément d'informations sur les enjeux de biodiversité, sur les enjeux de conciliation des différents usages de la mer. Pourtant, les pêcheurs de la région sont inquiets. Ils dénoncent une privatisation de l'espace marin. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a assez peu de retours sur l'impact que ça peut avoir sur la ressource et sur les habitats. On sait aujourd'hui que ces zones ne seront pas ouvertes au chalutage ni aux palangres dérivantes qui ciblent le thon rouge. Il faut savoir qu'ici, à PGL, il y avait quotidiennement des chalutiers, mais également des palangriers qui viennent de Sète et du Gros-du-Roi, qui travaillaient tous les jours dans ces zones. On est en grande concertation et en discussion depuis des années avec la pêche professionnelle et en particulier la prud'homie de Martigues. Et on est en discussion avec eux pour voir effectivement ensuite les zones d'évitement. Il y a une zone d'évitement de 200 mètres autour des éoliennes. Nous anticipons, c'est-à-dire que ce débat, nous le menons pour des projets qui vont voir le jour en 2031. Et le retour sur l'éolien flottant, on est en train de le construire. Vous savez qu'il y a un projet à Saint-Nazaire, qu'il y a ce projet qui est au large des côtes méditerranéennes et que nous allons continuer à consolider les informations dont nous disposons aussi sur des projets qui sont réalisés en Europe, notamment le projet écossais qui aujourd'hui est celui pour lequel nous avons pas mal de recul et pas mal d'études. Et ce que montrent les différentes études que nous consolidons progressivement, c'est qu'on sait concilier la biodiversité, la pêche et la production d'énergie. Ce parc de 3 éoliennes marines produira courant 2024 de l'électricité pour une ville de la taille de Martigues et pourrait même s'agrandir dans les années à venir.
Revenu naturellement en France par l'Italie il y a près de 50 ans, la présence du loup gris sur nos territoires suscite de nombreuses crispations, notamment chez les éleveurs qui dénoncent régulièrement ces attaques. Comment cohabiter avec les loups? C'est la question que se pose inlassablement Jean-Michel Bertrand, naturaliste et réalisateur de documentaires. C'est le cœur du sujet de son dernier film, venant clore une trilogie, Vivre avec les loups. Notre partenaire Vosges TV l'a rencontré. Comment cohabiter avec les loups? La question que se pose inlassablement Jean-Michel Bertrand avec son dernier film venant clore une trilogie, Vivre avec les loups. Le naturaliste réalisateur, depuis un refuge dans une vallée perdue des Alpes, le constate, 6 familles de loups se partagent désormais un vaste territoire. Pourtant, au XIXe siècle, l'homme l'avait éradiqué, mais c'est aussi l'homme qui a contribué à son retour inéluctable. Depuis l'Italie, le superprédateur a recolonisé le sud-est de la France. Il y a eu vraiment un retournement de la part de l'État qui a décidé d'organiser de vastes plans de reboisement. Les loups ont disparu à cause de nous et ils sont revenus à cause d'un changement de comportement. Et être pour ou contre les loups, c'est vrai que c'est complètement surréaliste aujourd'hui. Ce film démontre la faculté du loup à s'adapter. On en compterait entre 1000 et 1500 en France et sa dispersion progresse. Alors comment vivre avec? Dépassant les polémiques, Jean-Michel Bertrand est allé à la rencontre notamment des bergers en première ligne, avec leurs chiens et l'aide de bénévoles pour surveiller les troupeaux. Plus étonnant, en Italie, dans la vallée des Abruzzes, le loup est devenu un produit d'appel touristique. Le souci aujourd'hui dans les Abruzzes, c'est de gérer les touristes, c'est pas de gérer les prédateurs. Et économiquement, c'est énorme. Donc aujourd'hui, il ne viendrait à l'idée à personne, là-bas, d'éradiquer les loups, parce que c'est tout simplement un business. Mais le loup, c'est aussi faire preuve d'autorégulation. Le nombre de loups dépend de la ressource, c'est-à-dire des proies potentielles, la territorialité. Donc si les Vosges sont moins adaptés aux loups, mais il y aura évidemment moins de loups que dans les Alpes. Mais ce n'est pas nous qui choisissons, c'est eux. Pour Jean-Michel Bertrand, le loup est un animal politique, un indicateur de la capacité humaine à accepter la nature, dont il nous livre une fois encore toute la beauté dans ce film, sortie nationale le 24 janvier. Caroline Fruchot, versaillaise de 30 ans, a choisi de vivre intensément malgré son handicap. Victime d'un accident de ski en 2018, la jeune femme est aujourd'hui paraplégique, mais multiplie les projets les plus fous, vous allez le voir. Basket, parapente, surf ou encore entrepreneuriat. Portrait d'une femme bien décidée à faire tomber les préjugés sur les personnes en fauteuil. C'est une belle rencontre que nous raconte TV78 dans les Yvelines. Là, c'est du wave ski. Là, c'est quand on est allé au Mont-Saint-Michel, donc en handbike. Là, c'est petite partie de karting. Là, c'est parapente, ici. Une vie palpitante au-delà du handicap. Sport, sortie entre amis ou travail. Caroline Fruchot savoure chaque instant de son existence. En mai 2018, cette Versaillaise est victime d'un accident de ski à Tignes et devient paraplégique. Une lésion de la moelle épinière entraînant une paralysie des 2 membres inférieurs. Hospitalisée durant 8 mois à Garches, la jeune femme de 30 ans peut compter sur la présence indéfectible de ses proches. Le fait de les revoir, de savoir qu'ils étaient toujours là, d'avoir leur soutien, ça m'a aussi énormément portée. Avec ma famille, mes amis, tout l'entourage qui était aussi présent. Et en réalité, je me suis battue pour moi, mais je me suis aussi battue pour eux. Suite à son accident, Caroline met un terme à sa carrière de pâtissière. Elle monte sa propre entreprise et crée Ostobox en 2021. Une boîte garnie de gâteaux, de jeux ou de soins du corps. Un concept inspiré des colis surprises qu'elle recevait de sa famille durant son hospitalisation. L'idée avec Ostobox, en fait, c'est vraiment d'essayer d'égayer le quotidien des personnes qui sont hospitalisées, de permettre en fait à des proches qui veulent avoir une petite attention pour la personne qu'elles vont voir à l'hôpital, que ce soit autre chose qu'un bouquet de fleurs ou qu'une tablette de chocolat. Toujours se surpasser. À l'été 2021, elle se lance avec sa sœur dans un périple d'une dizaine de jours entre Versailles et le Mont-Saint-Michel. 400 km sur ce vélo à la seule force des bras. Un défi sportif pour donner un autre regard sur le handicap. Toutes les personnes en fait qu'on rencontrait, c'était vraiment de les sensibiliser, de pouvoir leur montrer que quand on est en fauteuil roulant, en fait la vie elle n'est pas terminée, et qu'on peut quand même toujours faire des choses dans notre quotidien et qu'il est aussi hyper riche, voire peut-être même plus riche pour certaines personnes que des personnes valides, on va dire.
À l'avenir, Caroline aimerait parcourir le tour de la Corse à vélo ou descendre la vallée Blanche à ski dans le massif du Mont Blanc. Des projets plein la tête pour montrer la voie et prouver que le handicap n'est pas une barrière. Voilà, c'est un moment important dans l'année. Le Noël solidaire organisé au Mans offre aux plus démunis l'occasion de célébrer cette période, pas toujours facile, lorsque l'on vit dans la rue. Au programme, un plat chaud, cuisiné par un chef étoilé, des dons de vêtements, du sourire, mais aussi l'opportunité de se faire coiffer. Dans ces moments-là, des liens peuvent se créer et perdurer. C'est la belle histoire contée par Colin Moncel pour LM TV Sarthe. Des retrouvailles heureuses. Ces deux-là se sont rencontrés en juin 2018, place des Comptes du Maine, à l'occasion d'une coupe de cheveux pour les sans-abri et les plus démunis. Le lendemain, elle avait son CAP ou BEP à passer. Elle avait peur de le rater, mais avec tout la compréhension que j'ai filé, tout le soutien, tout le reste, quoi. Elle a eu son truc. Et le lendemain, pareil, elle avait la banane jusqu'à là, quoi. Voilà. Je stressais, il m'a rassuré, il m'a raconté son parcours. Et c'est vrai qu'en fait, moi, je l'ai regardé et je me suis dit, je me plains, mais pourquoi je me plains ? Moi, j'ai tout, il a rien. Et à l'heure actuelle, c'est lui qui est plus heureux que moi. Et c'est là que je me suis dit, stop. Ça a créé énormément de liens. C'est vraiment quelqu'un de très proche à l'heure actuelle. Après cet épisode, ils se revoient, déjeunent ensemble. Même s'ils ne se côtoient pas tous les jours, ils comptent l'un pour l'autre. Moi, j'ai toujours son numéro de téléphone, elle est toujours le mien, j'espère. S'il a un problème, c'est très bien, elle peut me contacter. C'est ce type de lien unique que promeut cette soirée solidaire organisée par l'association Un Regard, Un Sourire, Un Toit. Une histoire qui a aussi marqué la carrière professionnelle d'Anaïs. Les personnes comme Anthony, ils nous ont fait confiance dès le premier instant et du coup, ça nous amène de la confiance en soi et c'est vrai que après, on évolue, quoi. C'est aussi pour ça qu'Anthony est venu. Après 3 ans et demi dans la rue, il vit dans un logement, mais sa présence était nécessaire. Si tu veux, c'est une visite de courtoisie aussi, pour faire comprendre mes proches, entre guillemets, que je suis toujours là, toujours vivant. Bon voilà, tout va bien. Important pour tous les proches de le savoir en cette période, tout va bien. À bientôt. Joyeux Noël. Voilà, la première réponse du Père Noël aux enfants fut écrite par Françoise Dolto, la célèbre pédiatre. Et depuis, c'est une tradition. Chaque année, à Libourne ouvre le secrétariat du Père Noël. À 15 jours du réveillon, les enfants doivent faire au plus vite pour envoyer leur liste au Père Noël. Alors pour la 61e édition, c'est un célèbre auteur de romans à succès qui prête sa plume pour accompagner avant sa grande tournée le Père Noël. Notre partenaire TV7 nous fait découvrir ce lieu magique. Quand je pense à toi, je relis tes lettres et ça me touche énormément. Je te fais des gros bisous à la mère Noël, aussi au lutin et également à tes reines. Comme la lettre du petit Dorian, 3 ans, c'est entre les mains de ces 60 lutines qu'arrivent tous les courriers venus du monde entier. C'est émouvant parce qu'on voit qu'il adore la période de Noël, qu'il y pense tout le long de l'année. Et au secrétariat du Père Noël, aucune lettre ne reste sans réponse. Par rapport à l'actualité, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir 2 mois où on reçoit énormément de lettres d'amour, parce que les enfants ou les adultes qui nous écrivent envoient beaucoup de messages d'amour. C'est vrai que ça fait du bien de pouvoir aussi rendre l'amour que les enfants et les personnes qui nous écrivent nous donnent, nous transmettent dans leur courrier. Je t'envoie ma petite liste, comme prévu. Gros bisous, Père Noël. Consoles de jeux, poupées ou même animaux de compagnie, le Père Noël reçoit jusqu'à 40 000 courriers par jour et s'engage à répondre gratuitement à tous les enfants depuis 1962. Cette démarche est montée en puissance, validée par la pédopsychiatre Françoise Dolto. Ça a démarré avec quelques milliers de courriers dans les années 50, les années 60, pour aujourd'hui avoir plus d'1 300 000 envois prévus cette année. Le Père Noël aussi s'est inspiré et s'est appuyé sur Michel Bussy, qui est un écrivain, un auteur bien connu et reconnu, pour effectivement devenir sa plume, et c'est lui qui a écrit le courrier de réponse que recevront tous les enfants. Un dernier conseil, écrire avant le 20 décembre prochain, car vous l'imaginez bien, le Père Noël a beaucoup de travail. Pour satisfaire les demandes des petits et des grands, il n'est pas obligatoirement nécessaire d'aller bien loin. Mode, maroquinerie, déco. Et si on achetait français pour ces fêtes? Pour 20 minutes TV, Antoine Boitel a rencontré Émilie Auvray, la cofondatrice du mouvement des Jours Tricolores.
Le Made in France, il y a un prix juste, il y a un prix qui reflète un savoir-faire, qui reflète un emploi, qui reflète une économie et qui reflète aussi une qualité. Donc le Made in France, nous on a souvent tendance à dire que c'est un investissement. Vous payez certes en valeur faciale un petit peu plus cher que dans la fast fashion, c'est certain, mais c'est pas plus cher que dans la plupart des boutiques moyen de gamme que vous allez croiser dans Paris. Et du coup, vous investissez vraiment à la fois sur une qualité de produit qui va rester, un intemporel, un produit qui va vous rendre fier, qui va vous apporter du bonheur et vous n'avez pas besoin d'en avoir 36, il n'y a pas besoin d'avoir 36 t-shirts dans sa garde-robe, il vous en suffit de quelques-uns mais qui ont vraiment du sens et qui vous accompagneront pendant très longtemps. En cette période de fête, le spectacle vivant est à l'honneur en Haute-Savoie et particulièrement à Annemasse. Une vingtaine de compagnies venues de toute l'Europe vont se succéder dans les rues de la capitale du Genevois français à l'occasion du festival Bonjour l'hiver. Pour 8 Mont-Blanc, Fanny Savard a assisté au premier spectacle de rue. Regardez. À la tombée de la nuit, Annemasse se transforme en scène de spectacle à ciel ouvert. Comme chaque année depuis 27 ans, le festival d'art de rue Bonjour l'hiver anime le centre-ville jusqu'au 24 décembre. C'était une volonté des élus à la naissance du festival de pouvoir proposer un moment culturel au moment de Noël et pas se contenter que d'une fête commerciale. D'où l'envie à ce moment-là de pouvoir proposer des spectacles des arts de la rue. Et donc on confie la programmation chaque année au théâtre de la Toupine qui est à Évian-les-Bains et qui donc nous propose tout un tas de spectacles sur la période. Donc là cette année c'est une vingtaine de compagnies qui vont être présentes, qui viennent de toute l'Europe. On en a une qui arrive derrière moi en fanfare. Une cinquantaine de manifestations prendront place dans les rues chaque mercredi, samedi et dimanche de décembre. Pour cette 27e édition, des spectacles de pyrotechnie, d'acrobatie ou encore de magie sont au programme. De quoi émerveiller petits et grands. Il y avait des tours de magie, des spectacles, des gens qui jouent. C'est la première fois que je suis en métropole et donc oui, c'est une découverte pour moi en même temps. On est venu pour découvrir un petit peu ce que le village de Noël proposait, en même temps balader avec les enfants. Nous, on vient chaque année depuis qu'ils sont tout petits et parce que chaque année les spectacles changent, pas tout le temps. On aime un peu tout, les lumières, les animaux et la diversité des animations. Le spectacle des animaux fantastiques, très attendu des Annemassiens, ouvrait le bal place de l'Hôtel de Ville ce mercredi 6 décembre. Ces créatures mythiques et illuminées, qui tour à tour s'amusent avec des quilles, jouent avec le feu ou réalisent des acrobaties, ont impressionné les enfants. Moi, là-bas, je suis venue pour la patinoire, mais j'ai hâte qu'il y ait les animaux fantastiques. Un démarrage réussi pour Bonjour l'hiver, qui compte bien continuer de faire briller les yeux des enfants jusqu'à l'arrivée du Père Noël. C'est une première en France et une exposition exceptionnelle après 6 ans de travail et de négociations compliquées avec le gouvernement chinois. Le château des Ducs de Bretagne présente son exposition sur Gengis Khan, le grand conquérant mongol de l'époque médiévale. Regardez ce reportage de notre partenaire sur place, Télénote. C'est la première exposition française consacrée à Gengis Khan. Avec son armée mongole, il va au XIIIe siècle fonder le plus grand empire au monde, allant de la Chine à la Méditerranée, soit près d'un quart de la planète. Cette exposition permet de voir et comprendre l'histoire mongole, comment ils ont influencé et changé la face du monde. Je découvre cette exposition qui est plutôt bien agencée, très lisible, avec beaucoup d'explications. Bien éclairé, bien mise en scène, donc ça c'est plutôt une bonne découverte. J'imaginais pas que de façon aussi ancienne il y avait des choses aussi magnifiques dans l'art mongol en fait. J'ai été impressionnée par les toutes premières pièces, le début de l'expo. Souvent représenté comme un conquérant sanguinaire qui détruit tout sur son passage, Gengis Khan est également un homme politique ouvert à la diplomatie. Il est favorable aux échanges entre cultures, il impose une tolérance religieuse et met en place des mesures égalitaires. Il octroie notamment les mêmes droits aux femmes qu'aux hommes. C'est un nom qui faisait peur justement et ben voilà, j'apprends autre chose sur lui. Et puis surtout la tolérance qu'il avait avec toutes les religions, je suis très surprise. Et de la place des femmes aussi. Je suis très surprise par ce monde. Monter cette exposition Gengis Khan a été un véritable parcours du combattant. Une première version organisée avec la Chine a d'abord été annulée en 2020, trop de censure imposée. C'est donc avec le soutien de la Mongolie que Nantes peut aujourd'hui proposer cette exposition.
C'est une vraie délivrance. Vous avez ces 6 ans de travail, 6 ans de négociations, 6 ans d'obstacles, avec une accélération grâce à la collaboration de l'État mongol qui a mis à disposition ces chefs-d'œuvre. Oui, c'est une grande satisfaction aujourd'hui de pouvoir ouvrir cette exposition. Les pièces exposées sont d'une très grande valeur. Certaines n'ont jamais été montrées en Occident. Leur installation a été surveillée de près. Il ne faut évidemment pas les casser, il faut aussi les mettre en sécurité. Et tout ça se fait sous un protocole extrêmement strict puisque les musées viennent avec ce qu'on appelle des convoyeurs. Et ils accompagnent l'objet, ils nous aident à mettre l'objet, ils surveillent les conditions d'exposition, de sécurité, la lumière, la température, l'hygrométrie. Le musée d'Oulan-Bator a largement contribué à cette exposition. Cette rencontre des différents objets en fait, occidentaux et mongols permet de comprendre et voir et comprendre l'histoire de l'Empire mongol de manière complète. L'exposition Genghis Khan, comment les Mongols ont changé le monde, c'est donc jusqu'au 5 mai 2024 au Château des Ducs de Bretagne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.